comme vous le voyez aujourd'hui, nous allons aborder le second volet que j'ai prévu, chronologiquement, après la naissance des musées au cours du 15e au 18e siècle. On va voir aujourd'hui l'émergence de la notion de musée moderne dans ce premier 20e siècle, en particulier les années 20 et 30, qui seront principalement mon sujet aujourd'hui. Alors, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, dans la semaine dernière, premier épisode de la saga, nous avons vu comment progressivement sont nés les musées à partir de la Renaissance italienne en particulier et des collections constituées par les princes des cours italiennes du 15e et 16e siècle, puis étendu au reste de l'Europe à travers également les cours princières ou royales, notamment en France, mais aussi en Allemagne ou en Espagne, par exemple. Et puis comment progressivement, de collections privées à caractère aristocratique, on est passé à concevoir des lieux ouverts au public dans l'esprit des encyclopédistes et des Lumières du XVIIIe siècle qui prévoyaient effectivement qu'on pouvait envisager des lieux comme ça où instruire la population, l'éduquer, lui donner un sens de l'esthétique en particulier. Ceci se réalise au cours du XVIIIe siècle avec le moment clé que constitue la Révolution française et qui fixe un petit peu les règles de la muséographie, on va dire moderne de manière générale, en tout cas la muséographie qui va régner au XIXe siècle et qui va donner naissance à des grandes institutions comme dans chacun des grands pays européens, les grands musées nationaux comme le Louvre en France, mais pensez aussi au Prado à la même époque en Espagne, au National Gallery à Londres. Enfin, chacun des grands pays européens se dote d'une institution muséale centrale qui va participer de l'identité nationale aussi, et qui constitue un point important à l'époque 19e où précisément on est c'est ce qu'on appelait l'Europe des nations qui se constitue. Donc ça rentre aussi, la construction et l'organisation de ces musées rentrent aussi dans cette stratégie globale à caractère, on pourrait dire, politique. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment dans l'intelligentsia, parmi les intellectuels, parmi les gens directement concernés, conservateurs ou personnels dirigeants des institutions muséales, le débat va s'instaurer en particulier pour critiquer le modèle antérieur, celui qui est héritier du XIXe siècle et qui, à bien des égards, pose beaucoup de problèmes, à la fois pour la conservation, l'exposition des œuvres et aussi pour l'accès au public. Donc il va y avoir une salve de critiques qui va se faire jour fin 19e, début 20e siècle, dont je vais vous rendre compte un petit peu, et qui va progressivement conduire à la définition d'un modèle nouveau qu'on appelait d'un terme général musée moderne par opposition au musée ancien, et qui va donc être l'objet d'un vaste débat au cours des années 20 et 30 en particulier, où la plupart des grands architectes vont être sollicités, ou en tout cas vont se positionner dans ce débat pour faire leurs propositions. Et nous verrons aujourd'hui en particulier les propositions d'Auguste Perret, deux grands chefs de file de la modernité en France dans les années 20 et 30, c'est-à-dire Auguste Perret d'un côté et Le Corbusier de l'autre. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais dans un premier temps, nous allons un peu revenir en arrière parce que la semaine dernière, j'ai énuméré un tas de choses rapidement. J'ai donné quelques exemples de grands musées nationaux à Munich ou à Berlin, par exemple, mais je n'ai pas fait une analyse très précise de ce modèle de musée. Et je crois qu'il est utile aujourd'hui de revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre l'ensemble des critiques qui sont faites à ce modèle-là. Alors, je prenais donc l'exemple des palais des beaux-arts à la française qui se multiplient au cours du XIXe siècle, et surtout sous le Second Empire. Alors il faut savoir que, dans un premier temps, dès le Consulat et l'Empire, l'État français, le gouvernement de la France,
s'efforce d'établir dans chacune des grandes villes de province un musée semblable au musée du Louvre, qui est le musée central de la République, on l'a vu, Muséum national des arts à Paris, et dont incite chacune des villes importantes du pays à se doter d'un équipement équivalent qui, dans un premier temps, va recevoir une partie des collections du Louvre, qui sont en excès, finalement, qui sont en excès, je veux dire, en excédent à Paris, pour étoffer un petit peu les collections de ces musées qui, je vous le rappelle, ont reçu pendant la Révolution, ont recueilli les biens qui ont été confisqués au clergé, les objets d'art ou autres qui ont été confisqués dans les biens du clergé, puis les domaines royaux et les domaines de l'aristocratie, de la noblesse. Donc c'est ce fonds-là qui va être le noyau des collections de ces musées de province. Mais le grand essor de ces musées va se faire sous le Second Empire, donc sous Napoléon III, qui va impulser une politique d'équipement du pays à partir d'un certain nombre de réalisations qui se veulent exemplaires. Et je prends justement comme exemple le musée de Picardie à Amiens. Vous voyez ces dates de construction, on est vraiment en plein sous le Second Empire. Et vous voyez que c'est vraiment ce qu'on appelle littéralement un palais des beaux-arts. Puisque effectivement, le plan général, l'aspect général de ce musée, c'est celui d'un palais, vous voyez, avec son organisation, sa façade, sa répartition en 3 niveaux, etc. Son organisation générale fait penser à ce qui se fait au même moment à Paris, c'est-à-dire c'est le moment où Napoléon III fait aussi construire la grande galerie qui longe la rue de Rivoli, vous voyez, cette galerie donc qui est au nord, si vous voulez, par rapport au plan général, et qui va recevoir notamment le musée des arts décoratifs, par exemple, qui est toujours aujourd'hui, et qui sera longtemps, jusqu'aux années 1980, le ministère des Finances sera localisé dans cette aile. Donc cette aile qu'on appelle Visconti a été construite au même moment, exactement au même moment. Donc on peut faire des parallèles d'ailleurs entre les deux, et on voit bien que la toiture, la couverture de ce bâtiment ressemble étrangement à la couverture adoptée dans l'aile Visconti-Le Fuel de Paris. Alors voilà pour la façade et l'aspect général, un vrai palais des beaux-arts. Voilà le plan de ce bâtiment. Vous voyez que on rentre par... là c'est le plan du premier étage. Il y a un escalier d'honneur, je vais vous montrer les photos, et on pénètre d'entrée dans un grand salon. Donc vous voyez, on reprend la thématique du grand salon qui était celui du Louvre. Vous vous rappelez le cours de la semaine dernière. Donc on va installer au cœur de ces musées un grand salon qui va recevoir un petit peu les pièces maîtresses du musée, en particulier les grandes toiles telles qu'on les conçoit au XIXe siècle, avec la grande peinture historique en particulier, qui bat son plein à ce moment-là. Mais vous remarquez aussi qu'il y a des galeries spécialisées, donc il y a déjà un effort qui a été fait pour organiser les collections en grands secteurs, sur le plan chronologique ou sur le plan des écoles, par exemple. Et puis, ce qu'on ne voit pas ici, parce que je n'ai pris que le premier étage, au rez-de-chaussée, il y a la partie sculpture médiévale en particulier. Vous savez à quel point Amiens, pensez à la cathédrale, a été un haut lieu de l'art gothique. Et puis aussi la prise en compte des collections régionales archéologiques, car c'est l'époque aussi où l'archéologie moderne prend son essor. Et précisément à Amiens, vous connaissez peut-être l'époque de la préhistoire qu'on appelle l'Aqueléen. Ça vous dit quelque chose, l'Aqueléen? Aqueléen, ça vient du nom d'une localité qui se trouve en périphérie d'Amiens, où on a trouvé des restes archéologiques anciens, et qui sont donc présentés au public dans ce nouveau musée. Donc vous voyez, il y a de nouvelles fonctions qui apparaissent, une nouvelle organisation du musée, de manière, je dirais, assez rationnelle, raisonnée, de manière à rendre intelligible les collections. Car un des reproches que l'on fera au Louvre en particulier, c'est qu'il y a une telle accumulation d'œuvres qu'on y perd son latin. On ne sait plus où on en est. Bon, il faut qu'il y ait des idées directrices qui organisent les collections de manière à ce que le public s'y retrouve, en quelque sorte. Surtout le grand public.
Alors pénétrons dans le musée par ce fameux escalier d'honneur qui va devenir, un incontournable des grands musées de province. Dans chacun des grands musées que vous visiterez, vous verrez qu'il y a toujours un grand escalier d'honneur. C'est un incontournable qui accueille le visiteur. Et ici, il est particulièrement remarquable, outre ces dimensions, vous voyez l'éclairage déjà zénital qui est en usage, et on est accueilli par des grandes toiles marouflées, c'est-à-dire ce sont des toiles que l'on appose sur un support, qui sont signées quand même Puvis de Chavannes, qui est à l'époque un des grands peintres à la mode, considéré comme académique plus tard par beaucoup d'artistes de la fin du XIXe siècle, mais que Picasso, plus tard, citera comme un de ses maîtres à penser. Donc vous voyez qu'on peut discuter sur l'empreinte de Puvis de Chavannes. En tout cas, ici, il nous propose des toiles dans un style, vous voyez, tout à fait intéressant, tout à fait différent de ce qu'est la peinture vraiment académique, représentant des scènes autour des questions de travail, des activités humaines en général. Et puis, on pénètre dans la pièce maîtresse du musée, qui est le grand salon. Donc, on reprend le modèle du grand salon parisien du Louvre et on y installe quelques-unes des pièces maîtresses de la collection de peinture. Et en particulier, les grands formats, parce qu'à l'époque, la peinture académique, la peinture historique, par exemple, celle de Paul de la Roche en particulier, est constituée par des grandes toiles qui font plusieurs mètres de côté. Donc il faut bien des salles aux dimensions de ces toiles. On ne peut pas les mettre dans des petits cabinets. Et à titre d'exemple, voilà justement une de ces toiles qui figure dans le grand salon. Ici, elle est à droite, là, vous voyez. On devine un peu le coin là. Donc voilà cette toile de Gérôme, un de ces peintres qu'on appellera plus tard pompiers, par exemple, à partir de 1860-70, qui produisent ces grandes machines picturales que sont ces toiles. Je vous donne les dimensions, 6 mètres sur 10. Cette toile, vous voyez, c'est quand même un sacré morceau. Et qui représente donc, qui est censé représenter la naissance de Jésus-Christ, que vous voyez ici, là, évoqué, au siècle d'Auguste. Et donc le gros de la toile est constitué par l'évocation de la Rome impériale, avec Auguste, vous voyez ici, figurant en empereur de l'Empire romain. Alors voilà, le type de toile qu'on trouve dans ces grands musées qui se constituent à ce moment-là. Et en même temps, je redescends au rez-de-chaussée, c'est l'accès à la salle des sculptures, et il y a un parti pris muséographique qui est très fréquent en France et en Europe à ce moment-là. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est le fait d'installer des pièces classées par époque dans des environnements qui évoquent l'époque historique. Donc, comme on va montrer des sculptures médiévales, on produit un décor d'inspiration médiévale pour les accueillir. Alors ce parti pris muséographique qui à l'époque paraît évident à tout le monde, à tous les conservateurs et aux autorités, c'est précisément un des principes qui vont être combattus dans la conception d'un musée moderne où on voudra au contraire effacer une grande partie de ce décor pour créer des décors beaucoup plus neutres où c'est l'œuvre elle-même qui est mise en valeur et non pas tout l'environnement qui l'entoure. Alors pour montrer un autre exemple, vous voyez, le musée des Beaux-Arts de Lille, c'est exactement comme le musée de Picardie, vous voyez, un magnifique palais des Beaux-Arts, ou bien encore, voilà, le musée des Arts de Nantes. Tout ça est construit entre le Second Empire et la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République. Alors vous voyez que donc, la France dote d'un équipement quand même hors pair. Il n'y a aucun pays en Europe qui a un tel équipement de musée en province. Il y a bien des grands musées nationaux, mais un tel niveau d'équipement dans chaque région est absolument unique en Europe. Donc la France est regardée un peu comme un pays modèle en termes de muséographie. D'où l'importance des critiques qui vont rapporter à ce modèle. J'en profite pour dire que, au hasard de vos voyages en France,
je vous invite à visiter ces grands musées de province, ces musées des beaux-arts des grandes villes, qui ont tous été rénovés depuis peu et qui sont absolument magnifiques en général. Aujourd'hui, il y a eu un travail de restructuration, de rénovation absolument remarquable, notamment ici à Nantes. Alors, les critiques, quelles sont les critiques qui sont apportées à ce modèle? Quelles sont les grandes critiques? On ne va pas entrer dans tous les détails, mais au moins celui-ci. Le premier, vous l'avez vu à l'image, il s'agit véritablement de palais, on pourrait dire de véritables temples dédiés à l'art, une sorte de sanctuaire où l'œuvre d'art est propulsée est présentée comme avec un esprit un petit peu presque religieux. Hein. Il s'agit de sanctuaires où on rentre, on voit bien que quand on rentre, on gravit des marches, on rentre par une entrée monumentale. C'est un peu comme quand on rentre dans une cathédrale et on est invité à s'incliner finalement devant les chefs-d'œuvre qu'on nous propose. Il y a quelque chose de là qui va être critiqué parce que bien sûr, c'est quelque chose qui peut faire peur ou qui éloigne en tout cas une partie du public qui ne se sent pas directement appelé à visiter de tels lieux qui inspirent un tel respect. La question de la relation du public au lieu va devenir quand même centrale. Et on reprochera donc, outre la solennité excessive de ce lieu, où on parle bas, hein, il ne faut pas toucher les œuvres, il faut circuler silencieusement, tout un rituel en quelque sorte hein, du contact avec l'œuvre d'art qui va quand même peser beaucoup. Et puis vous avez vu un peu l'outrance monumentale de ces véritables palais. Deuxième remarque que l'on peut faire, mais qui est constante depuis plusieurs décennies, c'est l'accumulation des œuvres. Comme vous le voyez dans le grand salon, on a 3-4 niveaux de tableaux, hein, revenons en arrière. Voilà, hein, le grand salon. Alors quand vous êtes ici, vous voyez, les visiteurs, ils sont petits quand même hein, dans cet espace. Alors ça va bien pour regarder le premier niveau. Les grandes machines, on les voit, se reculant. Mais quand vous voulez regarder ce qui se passe là-bas en haut, c'est un peu difficile, hein, surtout si l'éclairage n'est pas bien modulé. Hein. Donc on a là des conditions d'exposition qui sont critiquables, avec une accumulation des œuvres qui finit finalement par annuler les uns les autres. Elles sont à touche-touche, et c'est difficile de les distinguer. Bon, au bout d'un moment, il y a une véritable fatigue visuelle hein, que l'on ressent à parcourir ces salles. Et puis, autre grand reproche, alors là, d'ordre plus esthétique, c'est que le corps des conservateurs et de ceux qui dirigent l'institution muséale est quand même habité par une vision académique de l'art. Nous sommes à partir des années 1870 dans la grande bataille qui s'ouvre de la question de la peinture moderne. Je vous rappelle que la première exposition dite des impressionnistes, l'expression est née à ce moment-là, date de 1874. Donc on est au moment où émerge une nouvelle génération d'artistes qui ruent dans les brancards, qui proposent un regard nouveau hein, sur la peinture, qui utilise des techniques absolument novatrices, etc. Donc on s'engage dans une vaste bataille entre modernité et académisme qui se déroule donc pendant les décennies qui nous occupent, là, c'est-à-dire 1870, 80, 90 et jusqu'à la guerre de 14. Hein, tous les grands mouvements qui secouent le cocotier de l'esthétique académique éclosent à ce moment-là, de l'impressionnisme au fauvisme, à l'expressionnisme, puis le futurisme, le cubisme, etc., tous les ismes que vous connaissez. Il se déroule à ce moment-là. Et donc, le musée en tant qu'institution, avec sa vision figée, académique, va être lui aussi l'objet d'une contestation. En particulier par le fait qu'il a du mal, ces institutions académiques ont du mal à admettre les nouveaux artistes, les jeunes artistes, dans leur simèse. Et voilà ce qui va constituer le cœur de la bataille. Et je prends l'exemple j'ai marqué, vous voyez, le legs de Caillebotte. Je pense que vous connaissez le peintre Gustave Caillebotte qui a... Ah, voilà, j'y suis. Donc,
qui est connu aujourd'hui, qui a subi un certain oubli au cours du temps, au cours du XXe siècle. On a oublié qu'il a été un des grands compagnons de route et même très proche des impressionnistes, qu'il a soutenu financièrement et qui lui-même a produit un certain nombre d'œuvres qui aujourd'hui sont reconnues comme des chefs-d'œuvre de la peinture de cette époque-là. Notamment, je vous cite au moins 3 tableaux pour que vous situiez un peu Caillebotte. Les raboteurs de parquet, une vue de Paris sous la pluie absolument saisissante qui se trouve aujourd'hui au musée de Chicago, et cette toile qui se trouve, qui vient d'être acquise par le musée d'Orsay, il y a en 2022 je crois, et qui est figurée dans l'exposition qui est en cours. Il y a en ce moment, au musée d'Orsay, une exposition autour de Caillebotte. Donc cette toile y figure. Alors voilà, Caillebotte donc est un jeune peintre qui a hérité de la fortune paternelle. Le père était industriel dans le textile, donc il a eu une vie aisée, il a hérité de la fortune de son père, lui et ses frères. Il avait 2 frères. Et il a donc, il était amoureux de la peinture, il s'est donc lancé dans la peinture, et vous voyez que c'était un excellent peintre. Et il a fréquenté très tôt le cercle de ceux qui allaient devenir les impressionnistes. Donc, Manet, Monet, Pissarro, Sisley, etc. Et Degas aussi, je crois. Et frappé par la mort de son frère très, très prématuré, il avait un frère qui peut-être s'est suicidé vers 25 ans, ça l'a beaucoup frappé, et il a décidé très tôt de rédiger son testament, en cas. Et donc dès 1876, il rédige un premier testament dans lequel il va préciser qu'il veut que les œuvres qu'il a acquises, c'est-à-dire les œuvres de ses amis impressionnistes qu'il a achetées à tour de bras pour les aider, soient exposées quelque part dans un musée national. Ça figure explicitement dans son testament. Il achète des toiles dans les ventes publiques, il achète directement auprès de ses amis, il se constitue comme ça une collection assez fabuleuse de ces peintres nouveaux, appelés désormais impressionnistes. Parmi les toiles qui figurent dans son legs, voyez par exemple un peu les chefs-d'œuvre qu'il y avait. Dans le balcon de Manet, une des gares Saint-Lazare de Monet, ou bien le moulin de la Galette de Renoir, et voilà un exemple de ces paysages de Pissarro le long de la Seine. Vous voyez un peu la teneur de ce legs qu'il va faire. Lorsqu'il meurt en 1994, donc, le testament qu'il a laissé est ouvert et il fait don donc, de sa collection à l'État français, en quelque sorte, à condition, mais avec la condition expresse, que ces œuvres soient exposées en bloc, en quelque sorte, de manière à ce que vraiment elles intègrent le patrimoine national. Et il le dit expressément, et il ne veut pas qu'on les disperse dans des musées de province éloignés de Paris, ou dans des greniers, comme ça, en réserve, vous voyez. Il veut absolument que ses amis impressionnistes soient montrés dans un grand musée national. Alors ça va être l'objet d'une grande bataille, précisément. C'est pour ça que je voulais vous donner ça comme exemple de la difficulté des musées français de l'époque à admettre les nouveaux peintres qui bousculent l'académisme qui règne en maître à ce moment-là. Et donc après 2 ans de tractation, de négociations entre les héritiers, alors les héritiers c'est le frère survivant qui s'appelle Martial, qui est un des héritiers, et Renoir, qu'il a spécialement désigné pour être son exécuteur testamentaire. Et d'ailleurs, au passage, Renoir lui doit une fière chandelle parce que, outre les toiles, comme le moulin de la Galette qu'il a acheté très tôt, il a aussi, dans son testament, indiqué qu'il apurait les dettes de Renoir. Ah oui, bon, quand même, il était très généreux. Hein.
Voilà, et il se heurte donc, cet héritage, cette collection se heurte à un certain nombre de résistances de la part des institutions. Et lorsque finalement l'exposition sera, ces toiles seront montrées, des 76 qui figuraient au départ, il n'y en a plus que 40. Déjà on a fait un tri et on a rejeté une partie, quasiment la moitié de l'héritage. Néanmoins, ces 40 toiles sont montrées au musée du Luxembourg. Enfin, on construit un abri provisoire pour abriter ces œuvres au musée du Luxembourg, qui à l'époque est le musée des artistes vivants. Et alors, le public va s'engouffrer dans ces galeries et ça va être une bataille furieuse entre tenants et adversaires de la modernité picturale. Hein. On va retrouver les mêmes empoignades que lorsque Nadar a exposé dans sa galerie du boulevard des Capucines les premières toiles impressionnistes. On va retrouver ces grandes 20 ans après, la même furie qui va s'emparer des pros et des anti-impressionnistes ou modernistes. Voilà, c'était pour illustrer la question de la difficulté d'introduire l'art moderne dans les musées traditionnels. Le musée à Vienne qui correspond au Louvre à Paris, si vous voulez, le musée, le Kunsthistorisches Museum, qui est donc le musée qui reçoit la peinture, hein. C'est le musée central, hein, autrichien, qui est, vous voyez, typique je l'ai marqué là sur mon topo, l'architecture typique du Ring. Hein. Le Ring, je vous l'avais traité dans un cours un peu ancien, il y a quelques années, parce que j'avais évoqué les transformations des villes, ou c'était l'année dernière, non, je ne sais plus. L'aménagement du Ring, hein, cette ceinture de boulevard, qui a été décidée sous le règne de François-Joseph, pour, une fois qu'on a démoli les fortifications qui entouraient la vieille ville de Vienne, et qu'on a établi dessus un anneau, le Ring, hein, ceinture de boulevard, où tous les nouveaux bâtiments vont s'installer, à commencer par l'opéra, le célèbre opéra, mais aussi le Parlement, l'hôtel de ville de Vienne, et les grands musées. Il y a 2 musées jumeaux qui se font face, de part et d'autre de la statue de Marie-Thérèse, hein, célèbre impératrice du XVIIIe siècle, le musée donc, des arts, et de l'autre côté le musée d'histoire naturelle. Les 2 grandes institutions muséales se font face sur cette esplanade. Vous voyez que là encore, hein, on est vraiment dans l'architecture palatiale, hein, typique du Ring viennois, de l'architecture impériale autrichienne de l'époque. Et lorsqu'on pénètre dans le musée, vous voyez là encore, cet apparat, on vous dirait que c'est l'escalier d'honneur de l'opéra, et on dit oui, c'est la même chose, hein, on est dans la même ambiance architecturale. Vous voyez comment on entre dans ce musée qui réunit tout ce que critiquent précisément les gens qui militent pour un musée moderne. Donc il réunit tout à fait tout ça. Et pardon, j'ai un petit problème avec les diapos là, il y a quelque chose qui a sauté. Oui, là voilà. Et voilà, ça c'est des photos d'aujourd'hui, mais vous voyez comment ce musée perpétue cette tradition, vous voyez, de l'accumulation de peintures dans des salons au détriment de la clarté de l'exposition. Et voilà encore, vous voyez, dans la salle des antiquités égyptiennes, où on recrée de façon artificielle tout un décor qui évoque l'Égypte ancienne et qui est censé s'harmoniser avec les objets qui sont exposés. J'avance, donc il y a eu confusion dans mon montage à un moment donné. Début du XXe siècle, on voit apparaître en particulier aux États-Unis un infléchissement de ces grands musées nationaux vers une conception qui laisse, qui tient compte des premières critiques qui ont été adressées à ces musées du XIXe siècle. C'est le nouveau musée des Beaux-Arts de Boston, vous voyez les dates de construction, 1906-1909, qui reste, alors bien entendu, vous comprenez qu'il s'agit de ce bâtiment-là, hein, qui est celui qui est construit à l'époque. Vous voyez à l'arrière l'immense extension
contemporaine qui date d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je crois, et qui vous montre l'explosion muséale des grands musées du XXe siècle. On verra ce thème plus tard. Mais pour l'instant, nous sommes avec ce musée-là qui, vous voyez, reprend les canons de l'architecture européenne et qui donc présente tous les aspects d'un palais, effectivement, organisé avec une cour d'accueil, un portique, bien, mais quand même déjà plus sobre que ce qu'on a vu précédemment, que le musée viennois, par exemple. Donc, une tradition un petit peu modernisée, stylisée. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut considérer que c'est le premier musée du XXe siècle à effacer tout le décorum que vous avez vu dans les musées précédents et à exposer les œuvres sur des supports relativement neutres. Ça, c'est vraiment le premier grand musée qui applique cette nouvelle conception muséographique. Voilà un autre exemple, vous voyez, où on voit que les œuvres sont... On voit qu'on a éclairci le dispositif d'exposition et que les œuvres sont désormais beaucoup plus à portée du public. Donc il y a un grand effort qui est fait en ce sens-là. Et même s'il reste ici des moulures, quelques éléments de décor un peu, bon, on va dire néoclassiques, ils sont quand même relativement sobres, ils s'effacent au profit des œuvres d'art qui sont exposées. Donc voilà une première évolution dans la conception du musée, mais ce n'est pas encore le musée moderne tel que nous l'entendons aujourd'hui. Voilà, alors nous allons aborder maintenant justement la deuxième partie où on va voir ensemble à la fois la critique du musée traditionnel qui se fait de plus en plus forte après la guerre de 14, dans les années 20 et 30, qui sont des années d'ébullition. N'oubliez pas que sur le plan de l'art, de l'histoire de l'art, sont des années capitales où l'Europe, notamment l'Europe, qui reste le centre de la création artistique dans le monde, voit naître des courants où les débats sur la nature de l'art, sur les relations de l'art au public, etc., battent leur plein, et donc la question du musée va se poser avec beaucoup plus d'acuité encore. Alors je vais m'appuyer quand même sur les notes que j'ai prises pour illustrer mon propos. Je parle de remue-ménage des années 20 et 30, et bon, j'ai noté à travers mes lectures un certain nombre de points qui sont intéressants à remarquer. Paul Valéry, un article de Paul Valéry dans un journal, une revue française, également ici en 1930 dans les cahiers d'art de Christian Zervos, un article manifeste en quelque sorte pour la création d'un musée des artistes vivants. En 1926, création de l'Office international des musées, qui est une antenne de la Société des Nations, de la SDN. Je vais en parler, je vais vous le détailler un petit peu. Et c'est à cette occasion que Auguste Perret publie une première mouture de musée moderne à son sens. Dans ces mêmes années, et alors là c'est un élément capital quand même dans l'histoire de la muséographie du XXe siècle, c'est la création du fameux MoMA, le Museum of Modern Art, à New York. Création en 1929 de l'institution, premières expositions, mais le bâtiment ne sera construit qu'en 1939, 10 ans après. Entre-temps, Le Corbusier phosphore, comme à son habitude, et essaie d'imaginer ce que peut être le musée d'art moderne ou le musée moderne. Mais il y a les deux termes. Le musée moderne, qui peut accueillir tous les arts, historiques ou modernes, et puis il y a le musée d'art moderne, qui est une spécificité, qui est censé accueillir les artistes du début du XXe siècle. Et pour couronner le tout, on aura en 1934, sous l'égide de l'OIM, une conférence à Madrid sur la thématique, on ne peut plus clair, architecture et aménagement des musées. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça pour reprendre ces différents points. Alors, oui, voilà, j'y suis. Paul Valéry, donc, en 1923, publie dans le journal qui s'appelle Le Gaulois,
une série de remarques concernant les musées actuels et leurs défauts. Alors il pointe en particulier la fatigue, tant physique que mentale, qui est provoquée par la visite de ces musées. Il dénonce justement l'absurdité de ces faux temples de la culture, qui en réalité se distinguent, dit-il, par l'isolement social et culturel. Les musées sont perçus comme des lieux funèbres et chaotiques. Voilà les mots qu'il emploie. Vous voyez, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il débouche donc sur deux questions essentielles à ses yeux, qui devraient être l'objet de la muséographie du XXe siècle, de ce début du XXe siècle: la nécessité d'une présentation plus sélective des œuvres, d'où à ses yeux l'importance du travail scientifique des conservateurs et des gens spécialisés dans l'organisation des collections, de manière à les rendre plus intelligibles pour un public qui n'a pas forcément une culture très étendue en matière artistique. Et d'autre part, la neutralité de l'espace d'exposition. Donc là, vous voyez, les leçons de la surcharge décorative des musées à l'ancienne. Dans le même temps, se déroule en France une première expérience pionnière à Grenoble, et non pas à Paris. C'est assez significatif. À Paris, comme souvent, les débats sont tellement furieux que c'est difficile de prendre des mesures. Par contre, certaines villes s'autorisent des sauts dans la modernité, et c'est le cas de Grenoble, où un nouveau conservateur qui s'appelle Andry Farcy, vous voyez son nom, entreprend à partir de sa prise de fonction en 1919 d'introduire systématiquement la peinture de son temps, les artistes contemporains, qu'ils soient français ou non. Par exemple, il va exposer les expressionnistes belges qui sont un peu méconnus, mais qui aujourd'hui sont plus connus, mais il va faire une exposition là-dessus. Donc il contribue à introduire l'art moderne dans les musées existants. En 1930, donc, j'ai marqué cet article dans la revue qui est publiée par Christian Zervos, qui était un grand éditeur d'art à ce moment-là, pour la création de musées des artistes vivants. Donc il milite pour que l'on crée vraiment un musée pouvant accueillir les artistes contemporains. Et en 1926, entre-temps, a été créé l'OIM. Alors l'OIM, antenne de la SDN. Je vous rappelle que la SDN, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'ancêtre de l'ONU, qui a été formée au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec pour objet préserver la paix. La Société des Nations, qui se donnait pour objet de faciliter le dialogue entre les nations, les États, de manière à éviter le retour de la guerre. On sait qu'elle n'a pas vraiment réussi, puisque 20 ans après, il y a eu une deuxième guerre mondiale. Mais en tout cas, elle a eu le mérite d'impulser tant d'idées qui vont faire leur chemin, et notamment le travail sur la conception d'un musée moderne. Je dirais que l'OIM, c'est un peu l'ancêtre de ce que va devenir l'UNESCO après-guerre. Vous voyez, l'antenne de l'ONU spécialisée dans les questions d'ordre culturel. Et elle va éditer une revue qui est intéressante, la revue qui prend le nom du vieux Muséon d'Alexandrie. Vous vous rappelez la semaine dernière, l'origine des choses, le Muséon d'Alexandrie. C'est dans cette revue que vont s'exprimer tous les gens qui sont vraiment concernés par ces questions-là. Bien entendu, ce n'est pas une revue grand tirage, c'est une revue spécialisée pour des spécialistes, mais où les contributions sont lues au niveau international. C'est une revue qui est éditée et qui est diffusée dans pas mal de pays où, précisément, elle rencontre un public privilégié. Alors dans cette revue, donc, il y aura notamment excusez-moi, ça va mieux que la semaine dernière, mais j'ai quelques restes. Alors, donc, Auguste Perret publie donc dans cette revue un projet qui est en fait composé d'un texte de présentation où il explique grosso modo le contenu de sa contribution, un texte descriptif, et puis 2 croquis
vraiment en main levée. Vous voyez, c'est pas digne d'un architecte. Hein, c'est vraiment un truc, on a l'impression que c'est écrit sur un coin de table, hein, que c'est dessiné sur un coin de table. C'est presque ça. C'est juste une esquisse que Perret propose comme élément de réflexion. Voilà les deux croquis en question, un plan et des perspectives. C'est tout. Il a laissé que ça. Mais il y a tout un tas d'explications autour qui permettent de comprendre son point de vue. Alors, que fait-il? Il nous propose un bâtiment qui se présente sous la forme de deux ailes, vous voyez, symétriques ici, avec un bâtiment d'accueil là, au bout d'une cour, une sorte de cour centrale qui serait un peu le parvis de cette institution, le parvis central, où tous les visiteurs sont censés passer. Mais avec une distinction qu'il fait entre le grand public et le public des amateurs éclairés et des spécialistes. Et donc il distingue deux types de salles et de galeries dans son projet. Celles qui sont destinées à une circulation rapide pour que le grand public puisse entrer en contact avec les pièces les plus connues de ses collections. Ce sont les premières salles ici, vous voyez. Il faut imaginer que le public arrive dans cette cour et qu'il peut se diriger tout de suite dans ces galeries latérales où seront concentrées les œuvres les plus connues, celles qui sont censées attirer le grand public, que le public vient voir en priorité, tandis que le public plus éclairé, des amateurs d'art, des spécialistes de ces questions d'art, eux s'attardent davantage dans des galeries spécialisées où ils étudient minutieusement tel ou tel mouvement, tel ou tel artiste, etc. Alors pour eux, on prévoit des galeries, ici, sur le côté, vous voyez, davantage spécialisées, qui méritent une visite approfondie. Et ici, il imagine donc un bâtiment d'accueil, précédé par une colonnade, ici, vous voyez, colonnade, un portique, comme il les affectionne beaucoup dans la plupart de ses réalisations à ce moment-là, portique modernisé, avec des colonnes un peu stylisées, géométriques, qui n'imitent pas forcément l'Antiquité, mais qui rappellent quand même, dans l'architecture de Perret, les fondements traditionnels de l'architecture classique. Et à l'arrière, donc, une sorte de rotonde surmontée d'une colonne qui va recevoir, là voilà, cette rotonde, vous voyez, ou demi-rotonde, avec des galeries qui rayonnent à partir de l'entrée et qui se dirigent vers des sortes de petites chapelles, on pourrait dire, où on va placer quelques œuvres particulièrement remarquables et qui demandent une attention particulière. On va les mettre en valeur dans des sortes de petites chapelles, vous voyez, j'emploie le mot, spécialisées. C'est une idée qui n'est pas du tout farfelue et qui fera son chemin, notamment, je crois, dans l'esprit de Jean Nouvel, parce qu'il conçoit son musée dit des arts premiers, enfin le musée du Quai Branly, et si vous le connaissez, vous avez remarqué les sortes d'excroissances géométriques qu'il y a dans la façade du musée et qui renferment justement des trésors en quelque sorte à l'intérieur. Donc, vous voyez, les idées que sème Auguste Perret un siècle avant sont souvent reprises par des architectes d'aujourd'hui. Voilà. Alors après, il y a les questions d'éclairage, qui sont une des grandes questions de la muséographie à ce moment-là. Comment éclairer les œuvres? Vous avez rappelé le tableau d'Hubert Robert, la grande galerie du Louvre, la semaine dernière. Il se posait les questions justement de l'éclairage. Et il proposait les éclairages des zénithaux. Voilà, ici, Perret répond à sa manière. Et vous voyez qu'il surmonte ces galeries de percements de manière à faire entrer la lumière, soit sous forme d'éclairage zénital à partir de sortes de pyramides, vous voyez là, pyramides de verre. Là encore, idée d'avenir dans la muséographie. Et des éclairages latéraux, assez haut placés. Alors les uns sont destinés, le zénital, où il y aura la peinture, qui mérite, si vous voulez, un éclairage
diffus à partir du haut qui supprime les ombres latérales, tandis que les sculptures peuvent être au contraire mises en lumière, si j'ose dire, mises en valeur par un éclairage latéral qui peut jouer sur les ombres et les lumières, ce que méritent souvent les sculptures. Elles sont mises en valeur par le jeu de l'ombre et de la lumière. Tandis que la peinture mérite un éclairage plutôt plat, de manière à ne pas altérer la composition générale de l'œuvre. Et vous voyez au passage que l'ossature est constituée de son matériau fétiche, un matériau privilégié dans toute son œuvre, du début à la fin, le béton armé, dont il est un des grands chantres à ce moment-là, avec une ossature simple, poteau, poutre, plancher, vous voyez, hein, qui permet de construire des vastes salles d'exposition. Voilà, en gros, le propos d'Auguste Perret, vous voyez, qui s'inscrit dans une sorte de pensée fonctionnaliste muséale, où on analyse clairement les fonctions qui sont attribuées à ces institutions, les différents types de publics, les différents types d'œuvres, les circulations, les éclairages. Donc on a, vous voyez, dans cette simple esquisse, tout un tas de questions, toute une problématique qui va habiter les débats tout au long de ces années 20, 30 et au-delà. Troisième partie, à Paris, cependant, bon, je lis ce que j'écris, hein. C'est une idée, quoi. À Paris, donc, pendant ce temps-là, et dans les années 30, où le débat est vif, persiste une certaine monumentalité dans les nouveaux musées qui sont créés, dans le contexte notamment de la préparation de l'exposition de 1937. Donc, ce sera les grands projets officiels qui vont être réalisés en partie à ce moment-là. Et je vais en même temps vous montrer comment Le Corbusier, lui, se pose les problèmes de ce que peut être un musée moderne ou un musée consacré à l'art moderne, qu'il va appeler rapidement un musée à croissance illimitée. Alors voilà, premier aspect du problème. En 1933-34, le gouvernement français décide d'organiser, ça remonte même à 1932 je crois, la décision est prise d'organiser à Paris une nouvelle grande exposition internationale qui n'est pas exactement une exposition universelle, mais une exposition internationale qui est censée avoir un retentissement mondial, un peu comme les JO de cet été, si vous voulez, un peu dans le même esprit. On va faire de Paris, de nouveau, le centre du monde, à partir d'une exposition qui sera réunie en 1937 et qui a pour objet général les techniques dans le monde moderne. En gros, voilà la thématique générale. Alors, où va-t-on l'installer ? On décide de l'installer sur la colline de Chaillot, c'est-à-dire face à la Tour Eiffel, hein, si vous connaissez la géographie de Paris, de l'autre côté de la Seine, sur la colline du Trocadéro, où il y a le palais du Trocadéro, et où, depuis 1878, a été construite cette monstrueuse architecture, moi je n'hésite pas à employer le mot, qui était le cœur de l'exposition, dans le pur style qu'on va appeler, pour être gentil, éclectique, hein, Beaux-Arts, qui réunit à la fois des aspects ornementaux, enfin bref, une espèce de patchwork architectural, une sorte de wedding cake à la française, qui trône depuis plusieurs dizaines d'années sur la colline de Chaillot. Et elle est entourée de deux grands ailes, j'ai cherché mes mots, deux grandes ailes curvilignes, vous voyez, qui épousent les courbes de la colline, et où, je vous rappelle, j'en ai parlé la semaine dernière, Viollet-le-Duc a obtenu l'installation du musée des monuments français. Vous vous rappelez, les moulages de sculptures ont été installés dans cette aile-là, ici. Tout ceci reste en place. Et on dit, bon, mais voilà, il va falloir faire avec ça, messieurs,
et on ouvre le concours, concours d'idées, et puis concours formel aux architectes français et puis internationaux. C'est un concours assez large, auquel concourt justement Auguste Perret, qui croyait emporter le morceau, avec sa notoriété. C'est quand même Perret, à l'époque, c'est le pape de l'architecture française moderne. Hein. C'est lui considéré comme le chef de file de l'architecture moderne, beaucoup plus que Le Corbusier, qui est très controversé. Donc voilà, alors qu'est-ce qui va être fait de ce fameux Trocadéro? Voilà le palais de Trocadéro, une énorme construction, vous voyez, où il y avait une grande salle. Ça, c'est une idée intéressante. Il y avait une grande salle de spectacle ici, à la base, qui pouvait accueillir des milliers de spectateurs. Alors, on va raser le Trocadéro, finalement, mais on va garder l'idée de la grande salle, qui y est toujours. Hein. Enfin, c'est pas la même, mais quand vous marchez sur l'esplanade du Trocadéro, vous marchez sur la salle de spectacle qui se trouve en dessous. Alors, voilà ce que nous propose Perret. Perret qui prévoit une véritable cité des arts où il propose de regrouper pas moins de 12 musées. Et donc ça aurait été vraiment la plus grande concentration de musées à l'époque, on pourrait dire, au monde. Il n'y aurait pas eu l'équivalent de cette concentration de musées dans un même lieu. Donc une véritable cité des arts qui, vous le voyez sur le plan esthétique, bon, pour le moins discutable. Avec le recul, on se dit que, heureusement que ça n'a pas été construit. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Je ne sais pas si vous le partagez. Voilà la maquette, voilà à quoi ça aurait ressemblé. Un énorme portique, vous voyez, à la place du palais de Trocadéro, qu'on rasait. Il installe un portique gigantesque qui aurait fait 150 ou 200 mètres de long, pour vous donner les dimensions à peu près, hein, avec des colonnes porteuses de plus de 20 mètres de haut. Et pour vous donner une idée, l'entablement qui est au sommet, là, ici, ce qui fait figure d'entablement, a quand même 7 mètres de haut. Et il prévoyait d'installer des salles d'exposition dans cet entablement. Peut-être pour des expos temporaires, par exemple. Bon, pour vous donner l'idée des dimensions, bon, je rappelle à ce sujet que Auguste Perret, c'est bien un novateur en matière de conception constructive et d'ossature porteuse, puisque à partir de son matériau privilégié, le béton armé, il va concevoir des structures porteuses absolument tout à fait intéressantes et même très belles sur le plan esthétique, on va le voir dans une autre réalisation. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose qui aurait été assez monotone, on pourrait dire, assez disgracieux même, je dirais, par rapport à l'environnement général, et en tout cas qui aurait été peu novateur sur le plan esthétique. Alors, bon, ça fait partie des projets qui n'ont pas été retenus. Aux grandes dames, d'ailleurs, Perret était un peu vexé quand même de ne pas être retenu, lui qui se considérait comme vraiment le grand monsieur de l'architecture française. Il n'a pas été retenu. Alors, on va lui donner un lot de consolation, vous allez voir, tout de suite après. Et quel choix fait-on? On va choisir finalement une solution qui va s'avérer très élégante en réalité. C'est celle du trio Carlu, Boileau, Azéma, qui proposent eux aussi la démolition, mais tout le monde propose la démolition de l'affreux Trocadéro, le palais, et de conserver les ailes, eux par contre, qui vont inclure dans une nouvelle construction, comme une sorte, vous voyez, de gaine qui va venir, gaine architecturale qui va venir recouvrir les gaines anciennes, qui vont être partiellement conservées, notamment l'aile sud ici, celle précisément où il y a le musée des monuments français, que l'on prend soin de conserver et que vous pouvez toujours voir aujourd'hui. Si aujourd'hui vous allez voir donc, le musée de l'architecture et du patrimoine, ici, qui est installé ici, dans cette aile maintenant, ne manquez pas de visiter le musée des monuments français qui a été intégralement conservé à l'intérieur de cette nouvelle aile.
Et à la place donc du palais, ils ont eu cette idée assez géniale finalement, qui va s'avérer totalement géniale finalement, dans le paysage parisien, de cette trouée dans le paysage urbain, que l'on voit très bien de partout, notamment depuis la Tour Eiffel en particulier, et qui va donc scander le paysage de l'Ouest parisien. De part et d'autre, on va créer des musées. Donc ici, il y aura le musée de l'Homme qui va s'installer, le fameux musée de l'Homme, qui y est toujours aujourd'hui, et le musée de la Marine. Et ici, dans la salle de spectacle, on va installer notamment le Théâtre national populaire, dont je parlerai plus tard, qui a été créé dans cette époque-là et qui trouve là un lieu à sa juste mesure. Et actuel, vous voyez, alors la trouée de la dalle du Trocadéro et de la place du Trocadéro ici, avec ses avenues rayonnantes, les deux ailes symétriques, et alors c'est ici que se tenait le cœur de l'exposition internationale 37. Vous vous rappelez, je vous ai montré ça, ce qui était à un cours précédent, l'année dernière en tout cas, se rappelle que j'ai évoqué les deux pavillons de l'Union soviétique et de l'Allemagne nazie qui se faisaient face, l'un avec l'aigle et la svastika nazie, et l'autre avec la statue de l'ouvrier, la kolkhosienne. Les deux pavillons se faisant face et était une sorte, en 1937, une prémonition de ce qui allait arriver quelques années après. Ils étaient là, ces deux pavillons, de part et d'autre, se défiant du regard. Alors, passons là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, puisque ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous voyez que le lot de consolation pour Perret, ça va être ceci. Juste à côté, on va lui confier la construction d'un nouveau musée qui va être dédié aux constructions publiques françaises. C'est le musée des constructions publiques, qui est censé accueillir des maquettes des principales réalisations du génie constructif français de l'ère moderne. Donc voilà le lot de consolation. L'autre lot de consolation, c'est dans le 13e, la construction de ce qui s'appelle le mobilier national, c'est-à-dire le bâtiment où sont stockés, recueillis, rénovés, entretenus et dispatchés les meubles qui sont affectés aux grands palais nationaux et aux ambassades à l'étranger, tous les grands bâtiments publics, tout l'ameublement qui est répertorié, mais pas des chaises de confort à main. Donc, vous avez remarqué que le président du Sénat s'est fait attribuer un siège absolument extraordinaire. Bon, voilà. Normalement, le mobilier national est géré par une institution qui s'appelle le Mobilier National et qui donc a pour objet de gérer tout ce patrimoine mobilier qui figure dans les bâtiments publics. Et pour éviter qu'ils disparaissent parfois mystérieusement. Vous savez que ça arrive quand même, que parfois des préfets indélicats, font disparaître certains objets. Bien, c'est arrivé. Donc normalement, tout est inventorié et on procède régulièrement à une vérification de l'existant. Donc ça, si vous voulez le voir, il faut aller dans le 13e, derrière le musée des Gobelins. Vous voyez, si vous situez là, dans le 13e. Voilà, et ici, il va donc construire ce fameux musée des travaux publics, qui s'appelle aujourd'hui le Palais d'Iéna, dont vous avez ici l'aspect général. Vous voyez d'ailleurs ici le bout du Palais de Chaillot. Voilà. Donc on est là, sur une parcelle triangulaire, vous voyez, qui se situe dans le prolongement du Palais de Chaillot, le long de l'avenue du président Wilson. Et ça, c'est la place qui s'appelle Iéna, la place de Iéna. Voilà, cette parcelle triangulaire, donc un peu ingrate, c'est celle qu'on y attribue pour construire son musée. Voilà le plan initial qui était prévu par Perret. Vous voyez, deux ailes symétriques qui auraient accueilli les expositions et une demi-rotonde où il y aurait un auditorium qui permettrait donc de faire des conférences, etc. Voilà, voilà le plan général. Et voilà une vue axonométrique
de ce projet, qui était un très beau projet, hein, finalement, on voit un beau bâtiment avec des qualités architecturales indéniables. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, je l'ai fait dans un cours ancien sur Auguste Perret, où j'ai évoqué toute l'œuvre d'Auguste Perret. Mais si vous avez l'occasion de visiter cet endroit, n'hésitez pas, parce que vraiment, il vaut le coup, hein, c'est un très beau bâtiment. Voilà la rotonde d'entrée, vous voyez écrit aujourd'hui, c'est le siège du Conseil économique et social, et environnemental, on a ajouté. Hein, donc c'est là qu'il se tient régulièrement en assemblée. Et ce décor n'est pas de l'époque de Perret, c'est un décor qui a été apposé dans les années 88-89. C'est d'un artiste assez connu qui s'appelle Martial Reiss et qui a réalisé une sorte de mosaïque qui viennent combler ici les impostes qui étaient restés aveugles depuis l'époque de Perret. Donc on a fait ça à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, exactement. Et voilà l'intérieur, avec ce qu'on appelle la salle hypostyle, parce que vous voyez, elle fait penser, dans son esprit, dans sa conception, aux salles hypostyles des temples égyptiens, hein, avec cette forêt de colonnes qui soutiennent un plafond assez imposant, à grands caissons, vous voyez. Et voilà, c'est une salle qui a vraiment un beau développement, qui se termine par une ouverture avec... bon, je perds mes mots. Bien, alors peu importe. Alors ici, par contre, vous voyez que, contrairement à ce qu'il avait montré dans ses esquisses de musée, on a des grands éclairages latéraux. Parce qu'ici, on n'est pas dans un musée d'art. On est un musée qui est censé abriter des maquettes de réalisation du génie public, hein, de construction. C'est-à-dire des barrages, des usines. Donc ce sont des maquettes qui ne demandent pas de précautions particulières. Donc on peut faire entrer la lumière à flot, ça n'a aucune importance. Très belle salle qui aurait dû être doublée par sa symétrique, ça ne s'est pas fait. Très bel escalier aussi, vous voyez, qui fait la liaison entre la salle, la partie exposition, et l'auditorium par lequel on rentre par le premier étage. Le voilà, vous voyez, très élégant, il est souvent cité dans les histoires de l'architecture, il est considéré par les architectes comme un des chefs-d'œuvre de Perret. Et vous voyez, je cherchais le mot tout à l'heure, de claustrat. Vous voyez, pour faire entrer la lumière, il réutilise ici un procédé qu'il a utilisé déjà antérieurement, je vous l'ai montré aussi, à l'église du Raincy, dans la banlieue parisienne, où il a remplacé les murs par une véritable résille de ciment armé, donc cette sorte de claustrat qui, dans l'église, est muni de vitraux de couleur. Ici, c'est plutôt translucide simplement, mais ça fait une très belle lumière tamisée, hein, qui vient baigner cette cage d'escalier. Et voilà comment est couvert l'auditorium, vous voyez, par ces nervures de ciment avec des pavés de verre qui également contribuent à créer un éclairage très homogène. Le pavé de verre est une invention du XXe siècle, chez Saint-Gobain en particulier. Saint-Gobain qui est le grand fournisseur à ce moment-là. Et beaucoup d'architectes des années 20 et 30 vont l'utiliser précisément pour faire rentrer dans des endroits un peu coincés, étroits, mal éclairés directement, faire rentrer malgré tout la lumière en contrôlant justement, en tamisant l'éclairage direct du soleil. Autre réalisation qui va se faire simultanément, enfin nous retombons sur le projet de musée d'art moderne. On ne perd pas de vue parmi les commanditaires de l'exposition cette idée de construire un musée d'art moderne dédié à l'art moderne à Paris. Parce qu'on a quand même pris conscience que depuis 30 ans et 40 ans, il s'est passé pas mal de choses dans l'histoire de la peinture et de l'art en général, et notamment à Paris, qui est la capitale mondiale de l'art à ce moment-là. Et donc, où toutes les grandes avant-gardes sont venues s'installer ou produire des œuvres, et que malheureusement, précisément à cause de leur conservatisme, les autorités muséales françaises ont souvent laissé partir une grande partie de ce qui s'est produit à Paris dans les années 10,
20, 30 est parti ailleurs, et notamment aux États-Unis, ou ailleurs, chez les collectionneurs avisés qui ont su acheter les œuvres quand elles étaient abordables, accessibles sur le marché. Donc une bonne partie de la production est partie ailleurs. Alors on est quand même conscient de ça à Paris, et on essaie de remédier en concevant un monument d'art moderne qui va recevoir des œuvres contemporaines. Voilà le projet. Et pour ça, on descend un peu, c'est une photo ancienne ça, des années 30. Le musée de Perret serait là, il n'y est pas encore, vous voyez, donc ça permet de dater la photo des années 30. Là, vous avez le musée Galliera de la mode, et là, vous avez le musée Guimet des arts orientaux, ici. Là, cette parcelle, vous voyez, on va construire ce nouveau musée. Et il va prendre le nom de Palais de Tokyo, non pas par référence au Japon, mais parce que là, le quai s'appelle le quai de Tokyo. Bon, on va l'appeler le Palais de Tokyo. Et le voilà, réalisé en 1937. Il n'est pas tout à fait terminé au moment de l'expo, mais enfin, en gros, il y est. Mais tout n'est pas terminé. Donc alors là, vous voyez justement la persistance du monumentalisme. On a bien un musée d'allure assez moderne, mais qui conserve pas mal des attributs de la tradition architecturale classique. L'inévitable colonnade, portique, qui vient ici à l'entrée, alors que précisément, dans les musées modernes d'aujourd'hui, bon, c'est le genre d'élément qui a disparu complètement. Mais on est encore dans ce monumentalisme bien français de l'époque, qui est très 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 présent. Mais quand je dis français, j'exagère un peu, en fait, il est assez répandu dans le monde à l'époque. Nous sommes dans les années 30, la Cour suprême des États-Unis ou la National Gallery de Washington est construite à la même époque. Si vous la voyez, c'est vraiment du néoclassique pur. Donc, il n'y a pas que la France qui est confrontée à cette question-là de la tradition néoclassique versus modernité. Pensez aussi que c'est la grande époque des fascismes et régimes autoritaires en Europe, et que ces régimes se complaisent dans une architecture de style justement monumental, néoclassique, en Italie fasciste, en Allemagne nazie, dans l'URSS de Staline. Donc la France ne fait pas exception. Mais on pourrait dire elle aurait pu, étant donné elle se considère comme le centre de l'avant-garde artistique à ce moment-là, elle aurait pu effectivement mettre sur pied des musées qui correspondent à ce génie propre qu'elle s'attribue. Alors voilà, en tout cas, il y a quand même un effort qui est fait, mais vous voyez qu'on garde quand même, vous voyez, les principes de symétrie, construits autour d'une colonnade, qui certes est très élégante, un peu venteuse, quand il fait mauvais, il ne fait pas bon à y rester. Je ne sais pas si vous la connaissez l'hiver, mais c'est pas terrible. L'été, ça va, c'est sympa, c'est rafraîchi, de la brise, la terrasse est agréable, mais l'hiver, il faut s'y tenir. Alors voilà, avec très beau décor de style art déco, vous voyez, qui est vraiment, on est dans les années 30, c'est l'âge d'or de l'art déco en France et dans le monde. Mais à l'intérieur, c'est intéressant, vous voyez, les espaces qui sont produits. Alors ça, c'est l'intérieur de la partie... Non, il va y avoir deux... Je reviens en arrière, il va y avoir deux ailes. L'une va être attribuée à la ville de Paris. La ville de Paris veut aussi son musée d'art moderne. Il y est toujours, aujourd'hui. Le musée d'art moderne de la ville de Paris. Et là, c'est l'État qui veut instituer un musée national d'art moderne. Donc les deux institutions, côte à côte, la ville, l'État. Cette partie-là a eu un destin varié au cours du temps, et actuellement, c'est le siège de, comment on pourrait dire, c'est pas le musée, mais de lieu d'exposition exceptionnel de l'art actuel. Il est dédié à l'art en train de se faire, et on considère que cette aile constitue le plus grand lieu, probablement au niveau mondial, où les artistes actuels peuvent exposer. Donc c'est un haut lieu de l'art contemporain d'aujourd'hui. Alors, à l'occasion de ce réaménagement, on a pu voir à quoi ressemblait
l'intérieur du bâtiment à l'origine. Ce travail de désossage général et de préparation à sa nouvelle fonction a été effectué par le duo célèbre maintenant d'architectes bordelais, Lacaton et Vassal, qui ont reçu le prix Pritzker il y a quelques années, qui font partie maintenant du Gotha de l'architecture française, tout en gardant beaucoup de simplicité dans leur proposition. Et par exemple ici, au lieu de proposer quelque chose d'un peu de sophistiqué, ils ont proposé de dénuder le bâtiment et de revenir à ses origines. Et ce qui permet de voir l'ossature et le parti architectural de l'intérieur des années 30, à l'époque où il a été conçu. Donc voilà, vous voyez, un aperçu de ces ailes et des volumes qui étaient proposés dans ce nouveau musée de 1931. Vous voyez qu'il y avait déjà une respiration d'ensemble qui permettait donc de concevoir des collections modernes avec des éclairages variés dans ce lieu. Et pour terminer mon périple autour de l'architecture à caractère monumental, j'ai dit au début, parisienne, voilà un lieu qui est aussi longtemps passé un peu sous les radars, mais qui est un beau bâtiment, qui était le bâtiment d'accueil de la fameuse exposition coloniale de 1931 au bois de Vincennes. Donc c'était l'entrée de cette exposition à ce qui s'appelle l'endroit qui s'appelle la Porte Dorée. Donc c'était le palais des colonies à l'origine, en 1931, dont les auteurs sont, vous le voyez, Laprade et Josely. Alors vous voyez que la référence explicite, bien qu'elle soit modernisée et stylisée, la fameuse colonnade du Louvre. Bien que c'est un incontournable dans la mémoire historique des architectes, et il y a une référence très claire à la monumentalité de la façade du Louvre, construite par Perrault au XVIIe siècle. Au passage, vous remarquez la belle ferronnerie du portail d'entrée, ici, encore un trou de mémoire. Bon, ne vous étonnez pas, c'est le grand âge qui arrive. Alors, bref, passons, ça me reviendra. Et puis, quand même, le Louvre, notre vieux Louvre, il évolue un peu, quand même. Difficilement, mais il évolue. Voilà, par exemple, une réalisation qui va se faire dans ces mêmes années. Ça, on est dans le quadrilatère du Louvre ancien, vous voyez, le grand carré du Louvre, qui est le carré du XVIe et XVIIe siècle. Et pour circuler à l'intérieur de ce carré, il y a des grands escaliers. Et l'un de ces escaliers, c'est là où se situe, vous la reconnaissez bien sûr, la victoire de Samothrace. Et voilà à quoi ça ressemblait jusqu'en 1932, cette entrée, vous voyez ce passage. Un bel escalier certes, mais vous voyez comment il y avait une espèce de méli-mélo avec des décors issus du Second Empire qui étaient restés inachevés, des structures porteuses elles-mêmes inachevées qui étaient censées recevoir un décor dans le même esprit, mais qui, faute d'argent ou de temps, ne se sont pas réalisées. Donc une impression d'inachevé, et en même temps un ensemble encombré, on pourrait dire, de sculptures diverses, grecques ou non. Enfin bref, un ensemble qui était un peu fatras, qui manquait un petit peu de clarté. Et alors donc il a été décidé précisément d'introduire de la clarté. Et voilà le résultat. Voilà, 2 ans après, en 1934, les transformations de cet escalier d'Aru avec la mise en valeur superbe de la victoire de Samothrace à l'exclusion de toute autre œuvre. Vous voyez comment là, le regard du spectateur, enfin, oui, on pourrait dire, c'est à la fois visiteur-spectateur, est dirigé vers cette œuvre maîtresse qui fait partie dans le public mondial des œuvres maîtresses qu'il faut avoir vues au Louvre. Et vous voyez comment on a procédé. En fait, on n'a pas du tout habillé de maçonnerie, c'est une sorte de papier peint, quelque chose qui est venu recouvrir, imitant la pierre, qui est venu recouvrir tout cet ensemble et qui lui donne son aspect actuel, avec des ferronneries stylisées d'inspiration art déco. Voilà en couleur.
Bon, on peut dire que c'est de la gueule quand même, hein. Bon, c'est quelque chose. Je crois que c'est quand même une réussite dans la muséographie de l'époque du Louvre. Et puis nous arrivons à Le Corbusier, avec son fameux musée à croissance illimitée, inspiré de formes organiques, puisque vous le voyez sur ces pages de ses œuvres, on voit comment, à partir d'une production organique de la nature, la coquille d'escargot, il envisage, par analogie, un musée qui lui aussi, comme une coquille d'escargot, pourrait s'enrouler en spirale et croître de façon indéfinie au fur et à mesure des besoins. Car c'est une des questions qui se posent à la muséographie à ce moment-là. Comment anticiper l'avenir, comment prévoir des extensions futures de nos musées. Alors voilà la solution qu'il propose, avec finalement une spirale carrée, on pourrait dire, qui s'inspire de cette forme organique d'origine. Et pour comprendre mieux la pensée de Le Corbusier, il faut faire un petit retour en arrière et aller faire un tour dans ce qui est aujourd'hui le siège de la Fondation Le Corbusier à Paris, dans le 16e, avec une villa qu'il a conçue en 1923-24, donc c'est une de ses premières œuvres parisiennes, à l'attention de deux clients, un client très riche, Raoul Roche, banquier suisse de Bâle et grand amateur d'art contemporain. Il a des Picasso, des Braque dans sa collection perso, hein. Et donc il demande, et alors Jeanneret, c'est son frère, c'est le frère de Le Corbusier qui s'appelle, vous le savez, Charles-Édouard Jeanneret. Et il a un frère qui est musicien, Claude, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est Claude, pour lequel il conçoit donc cette partie de la maison. Claude est musicien-compositeur. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie dédiée à Raoul Roche, qui comporte une partie habitat, ici, proprement dite, et une partie galerie d'exposition, où il reçoit ses amis et organise des expositions à destination d'un public d'amateurs avertis et d'acheteurs éventuels, car il est collectionneur et également un peu galeriste. Alors voilà, nous sommes à l'intérieur de cette galerie, vous voyez. Elle a été restituée dans ses couleurs d'origine et vraiment telle qu'elle était à l'origine. La villa a été rénovée. C'est le siège de la fondation, donc c'était la moindre des choses. Alors voilà comment est conçu, vous voyez, cet espace d'exposition. Vous remarquez la diversité des éclairages, et comment on travaille. Il a travaillé sur les différentes entrées de lumière avec des entrées latérales, mais en haut, et une sorte de pare-soleil ou de paravent qui va venir guider la lumière vers la paroi ici, mais en l'atténuant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est cette rampe. Pas d'escalier ici, on se déplace d'un niveau à l'autre en empruntant une rampe que voici, recouverte là aussi au passage, un matériau qui va être préconisé pour les musées à la place des vieux planchers craquants souvent et souvent dont la couleur entre en contradiction avec les œuvres. On propose maintenant dans la muséographie un matériau nouveau qui est le linoléum, qui est un matériau moderne, simple de pose, qui permet un entretien facile, qui est donc hygiénique, et qui permet, avec ses nuances de couleurs, d'entrer en harmonie avec les œuvres, vous voyez. Et c'est ce qu'il fait ici. Et vous voyez que là, donc, on a un peu la quintessence de ce qu'est l'architecture, enfin, pas la quintessence, disons, un des points essentiels pour comprendre Le Corbusier, c'est comprendre qu'il préconise ce qu'il appelle la promenade architecturale. L'architecture se découvre et se dévoile en se déplaçant, en marchant. Et c'est comme ça qu'on doit la concevoir, l'architecte. C'est-à-dire qu'il doit concevoir une architecture dans laquelle l'habitant, le visiteur
est entraîné dans un mouvement qui le conduit à regarder l'architecture selon des points de vue différents. Pour une analogie avec un art de l'époque, le cinéma, on pourrait dire que c'est l'idée du travelling appliqué à l'architecture. En se déplaçant le long de cette rampe, vous montez doucement dans l'espace et vous découvrez les œuvres de manière différente selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est exactement le principe du travelling au cinéma, qui à la même époque invente ces procédés. C'est le moment où le cinéma devient le 7e art. L'expression est née à ce moment-là. Et le Corbusier est tout à fait dans cet esprit-là. Alors voilà, c'est important parce que c'est précisément un point qui va être discuté dans la conception du musée d'art moderne. Alors voilà ce qu'il propose. Bon, il va falloir que je m'arrête bientôt, cette fois. Il faut que j'arrête à 25 parce que il y a un cours qui me suit et il faut que je dégage la place. Donc, je vais utiliser les dernières minutes à parler un petit peu de Le Corbusier, mais je vais être amené à en reparler un peu après. Alors, voilà les maquettes qu'il propose. Vous voyez comment, ici, le visiteur est invité à rentrer directement. Là, vous voyez, on tourne le dos au monumental. Hein. Ici, on n'est plus dans l'architecture néoclassique. On est dans un bâtiment qui présente des façades uniformes et où il n'y a plus de grands portiques ou d'entrée monumentale. On rentre directement par une rampe très fonctionnelle qui permet de pénétrer au cœur du bâtiment dans ce qu'il considère comme le point de départ de la promenade du visiteur. Dans cette place centrale, vous voyez là, ici, cette maquette, vous voyez comment on rentre là, hop, 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 et on arrive ici. C'est là qu'il y a l'accueil et le point de départ de la visite est dans une salle de 14 mètres sur 14. Parce que lui, bon, chez Le Corbusier, vous savez qu'il y a l'obsession du nombre d'or, des proportions parfaites, et la géométrie est au cœur, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Hein. Vous connaissez la formule célèbre qui figurait, si je ne me trompe pas, à l'entrée de l'Académie de Platon. Donc nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Effectivement, la géométrie est reine, 14 sur 14, et ensuite des éléments 7 sur 7, car vous savez que Le Corbusier est un partisan de la fabrication standardisée d'éléments qui vont s'agencer pour fabriquer du volume. Et lui préconise donc de construire un musée en spirale carrée, avec des éléments de 7 sur 7 qu'on peut préfabriquer et venir apposer pour composer une promenade architecturale et artistique à l'intérieur de la collection. Voilà. Le visiteur est censé se balader en spirale, voilà, qui va le conduire de surprise en surprise, car les points de vue diffèrent. Et voilà, dans ces carnets de croquis qu'on trouve dans les archives de la Fondation Le Corbusier, vous voyez comment il esquisse les points de vue qu'on a à l'intérieur et comment on peut imaginer, comme dans un travelling de cinéma, le déplacement du spectateur qui va avoir des points de vue différents sur les œuvres qui lui sont proposées. Voilà. Et puis même, il va plus loin, puisque dans un document qui est dans la même série, il y a cette idée que le musée d'art moderne, ou le musée moderne, en tout cas, il va entrer dans le nouvel urbanisme. Le musée doit être un élément qui va participer de l'aménagement de la ville moderne, et il imagine, vous voyez, une sorte de quartier nouveau autour du musée d'art moderne, avec différents bâtiments dédiés à la culture, aux arts, comme des bibliothèques par exemple, des choses comme ça. En tout cas, vous voyez comment il intègre dans une nouvelle vision également de la ville. Et voilà, on va s'arrêter là, hélas. Bon, on saura qu'il faut redémarrer au musée Kröller-Müller d'Otterlo, aux Pays-Bas, qui est également une expérience intéressante de la muséographie moderne. Et donc, je vous invite à venir la semaine prochaine pour voir la suite de mon feuilleton. Voilà, merci beaucoup. Et
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.